2018, une élection est organisée, l'opposition remporte. L'une des premières décisions, c'est l'alliance avec Kabila, le FCC. Le FCC qui était, à quelques mots de le dire, banni, parfois même rejeté par la population. Félix Tshisekedi, qui autrefois appartenait dans une famille politique hostile, si vous voulez, adverse, mais alors très sévère à la Kabylie, comment fait-il alliance avec lui? Les gens se posent des questions. Qui ont conseillé Félix Tshisekedi? Devant une situation difficile, pourquoi? Parce que la majorité des parlementaires, des députés, des élus étaient du FCC. Comment gouverner sans alliance? On avance, les gens vous disent n'avancez pas, mais quand vous avancez, vous vous rendez compte que ça ne marche pas, les gens avaient raison. Vous reculez, donnez raison à ces gens-là. On a vu à Genval, le chef de l'État accepte, la base crie, il revient, il accepte la base, il veut faire l'alliance avec Kabila, le peuple dit non, il va quand même. Après, finalement, il donne raison au peuple. Et avec le Rwanda, c'est la même chose. Il va, il dit avec le Rwanda, on va être frères. Le peuple dit non, mais après, ça se retourne mal. On a tendance maintenant à couper les relations. Pourquoi faut-il qu'il y ait des réactions pour que le chef comprenne qu'on ne peut pas aller dans le président de la République à Genval était le souci ou l'envie de gouverner doit être précédé d'une idée, d'une vision que l'on veut implémenter, mais c'est laquelle son idée? En dehors de dire une élection mal faite, en dehors de dire Kabila est ceci, en dehors de dire tel est étranger. Mais il ne dit pas, il ne définit pas la vision ou sa vision. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre cette émission Face à Face, un nouveau numéro. Il est assez spécial aujourd'hui puisque nous allons essayer de faire le récap, la route de la récap. On va essayer de revenir un peu en arrière pour voir exactement dans quelles conditions les choses se sont passées et avec un peu de distance, analyser certaines grandes décisions politiques qui ont été prises dans notre pays. Et pour ça, comment ne pas recevoir un professeur, je veux dire l'un des plus grands professeurs de notre pays. Il nous fait l'honneur de répondre à toutes nos questions. Il est à la fois professeur, mais aussi une grande autorité de la République. On va essayer de discuter sur ces questions. Je reçois sur ce plateau le professeur Taylor Lubanga. Il est docteur en droit des affaires. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages et plusieurs publications d'ailleurs. Aujourd'hui, il nous fait l'honneur. Il donne cours aux universités, principalement à l'université de Kinshasa, dans la faculté de droit, la faculté, comme certains disent, métropolitaine de Kinshasa. Il enseigne là. Il est avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Il est expert en stratégie politique publique moderne. On en parle aujourd'hui. Il a été pour beaucoup, bien évidemment, de beaucoup de succès que nous voyons dans la République. Il a été dans cela. Et on en parle aujourd'hui. L'une des premières décisions, c'est l'alliance avec Kabila, le FCC. Le FCC qui était, à quelques mots de le dire, banni, parfois même rejeté par la population. Félix Tshisekedi, qui autrefois appartenait dans une famille politique hostile, si vous voulez, adverse, mais alors très sévère à la Kabylie, comment fait-il alliance avec lui? Les gens se posent des questions. Qui ont conseillé Félix Tshisekedi de divorcer d'avec ses anciens amis de l'opposition et faire une sorte d'union avec l'impossible? Nous étions devant une situation difficile. Difficile pourquoi? Parce que la majorité des parlementaires, des députés, des élus étaient du FCC. Comment gouverner sans alliance? L'alliance était à la fois une imposition du contexte géostratégico et politique du pays, mais en même temps une demande. Une demande d'éviter la théorie des vainqueurs dans un pays où la fissure était très poussée entre ceux qui évoluent d'en haut et ceux qui évoluent d'en bas. Il a fallu cimenter ces fissures en mettant en place une gouvernance qui soit une gouvernance d'inclusion. D'inclusion parce qu'il faut éviter les débordements post-électoraux qui sont des moments de troubles, mais aussi rassurer ceux qui avaient perdu le pouvoir, qui ne sont pas les rejetons de la société. Mais parce qu'il faut constituer le gouvernement, et parce qu'il faut faire une majorité, il faut identifier la majorité au Parlement, il était tout indiqué. Il était tout indiqué que le président qui venait d'être élu constitue le gouvernement, et pour y arriver, l'alliance était inévitable. C'est ça les deux raisons. La raison des fissures sociales très poussées, évidemment par les critiques de l'opposition, mais par une gouvernance devenue à un moment donné têtue, qui n'écoutait personne, qui ne fléchissait pas. Et cette fissure sociale très énorme devrait être cimentée par la stratégie d'inclusion.
mais comme j'ai dit, également le gouvernement. Mais maintenant, qu'est-ce qui arrive? Ce qui arrive, c'est quoi? C'est que les pratiques passéistes, les pratiques décriées par l'opposition, se sont refaites de manière presque progressive. Il a fallu, ici, dans des réunions organisées, programmées des gestions de l'Alliance, dénoncer et inviter les uns et les autres à la raison et à la retenue. Les efforts fournis pour y arriver se sont révélés sans succès. C'est ce qui poussa le président Félix, après avoir épuisé toutes les stratégies, après avoir épuisé toutes les pistes de renforcement des lignes dans l'Alliance, de décider finalement de prendre évidemment la partie du peuple, c'est-à-dire l'intérêt général, c'est-à-dire la gestion suivant les recommandations pour lesquelles il avait été voté. C'est ça le début du divorce. Ce divorce n'a pas été voulu par lui. Il a été dicté par le retournement des pratiques décriées, mais aussi, et comme tout le monde pouvait s'en rendre compte, et comme votre question même l'indique, des choses que plus personne ne voulait entendre parler. C'est cette raison-là qui était à la base, ou qui eût été à la base du divorce constaté, et pour lesquels j'imagine que les divorcés dans la déchéance se sont bien rendus compte que plus personne ne voulait entendre parler des pratiques contre lesquelles ils ont été, disons, désavoués. Voilà le contexte plus ou moins général. Alors, mais la grande décision va venir, c'est le divorce. Il va finalement divorcer avec ses anciens alliés. Mais la grande question, c'est de savoir, est-ce que le chef de l'État n'est-il pas... est-ce qu'on n'observe pas une situation comme selon laquelle on avance, les gens vous disent n'avancez pas, mais quand vous avancez, vous vous rendez compte que ça ne marche pas, les gens avaient raison, vous reculez, donnez raison à ces gens-là. On a vu à Genval, le chef de l'État accepte, la base crie, il revient, il accepte la base, il veut faire l'alliance avec Kabila, le peuple dit non, il va quand même, après, finalement, il donne raison au peuple, et avec le Rwanda, c'est la même chose, il dit avec le Rwanda, on va être frères, le peuple dit non, mais après, ça se retourne mal, on a tendance maintenant à couper les relations. Pourquoi faut-il qu'il y ait des réactions pour que le chef comprenne qu'on ne peut pas aller dans cette direction-là? Non. Vous savez, la politique est un monde complexe. Exact. Le professeur Bayanganga, un aîné à la faculté, nous disait que la politique, c'est le seul monde dans lequel les ennemis d'hier peuvent devenir des amis de demain, et inversement. Et inversement. Parce que la politique est un monde aussi magique, magique par sa nature, mais aussi un monde dans lequel la composition des intérêts, et même la décomposition de ceux-ci, participe de la stratégie même de la gestion et de l'implémentation de la vision que l'on se forge. Le président de la République, à Genève, était de bonne foi. Et nous savons l'équilibre tribal, linguistique ou dialectique qui avait conduit les résolutions, les changements de mode de désignation des candidats de l'opposition à présenter aux élections. On a vu venir le mode de désignation non prévu dans les accords d'Afrique du Sud. Et bien d'autres questions. Mais la réalité, c'est que la décision prise à Géval concernait un groupe d'individus, une dizaine de personnes. La population n'attendait pas cette décision-là. Pourquoi? Parce que Martin Fayoulou n'avait pas d'envergure nationale. Ne nous voilons pas la face. Martin Fayoulou est un compatriote qui doit encore faire ses preuves. Faire ses preuves comme un véritable militant des valeurs. Vous savez, excusez-moi de le dire, Martin Fayoulou n'a jamais dit le sens de son combat. Quel est le résumé philosophique, idéologique du combat Fayoulou? La gouvernance, je veux dire, les soucis ou l'envie de gouverner doit être précédée d'une idée, d'une vision que l'on veut implémenter, mais c'est laquelle son idée? En dehors de dire une élection mal faite, en dehors de dire Kabila est ceci, en dehors de dire tel est étranger. Mais il ne dit pas. Il ne définit pas la vision ou sa vision. Mais maintenant, c'est qu'il y avait une vision vieille de plus de 30 ans, d'un parti plus fort, ancré aussi bien au centre que dans la périphérie. Comment allons-nous accepter? Comment on pouvait accepter? Comment on pouvait imaginer ces changements-là? C'est ce qui poussa la base à pouvoir dire non à la décision, une décision oligarchique qui n'a pas tenu compte de ce que la base attendait. Ce n'est pas un retournement, mais c'est une réalité politique. Alors, si on évolue un peu... Et plus loin, parce que vous parlez évidemment du cas du Rwanda. Oui, écoutez, le moteur de l'Europe, c'est l'Allemagne et la France. On appelle le couple franco-allemand. C'est vrai que l'Europe est constituée de plusieurs États,
Mais les États phares, les États qui dirigent, les États qui font le moteur de l'Europe, c'est l'Allemagne et la France. Comment imaginer le contraire lorsque les Congo et le Rwanda se trouvent dans une position de proximité, une frontière la plus proche, et dont les peuples parlent la même langue. Vous savez, les Swahili parlaient aussi bien au Rwanda qu'au Congo. Cette situation qui, elle, est en même temps ce qu'on appelle en droit des communautés droit des communautés africaines, droit des communautés plutôt africaines, qui fait que les peuples se regroupent non pas par rapport simplement au fait qu'ils veulent se regrouper, mais par les facteurs de regroupement. La langue, les critères géopolitiques, géographiques sont des critères de regroupement. Nous sommes beaucoup plus proches du Rwanda en termes de langue, en termes d'habitude. Mais aussi, n'oublions pas que nous venons du même colon. Alors, ces réalités d'approchement très naturelles est un atout à capitaliser pour un bilatéralisme conséquent dans une région qui se veut une région intégrée. Le président de la République a fourni beaucoup d'efforts. Il est allé vers le Rwanda, il est allé au Rwanda avec le discours de fraternité. Mais en retour, tout le monde sait ce qui s'est produit en retour. C'est parce que le retour n'a pas été conséquent. Parce que mais comment ça se fait, professeur, que le président dans a pris des résolutions. Oui, dans l'opposition, que ce soit le père Tshisekedi, que ce soit les fils Tshisekedi, bref, toute l'UDPS n'était pas d'accord avec le Rwanda, n'était pas d'accord avec l'approche du Rwanda. Souvenez-vous de la chanson Zongisa na Rwanda. À partir de quel moment vous avez le pouvoir et vous dites, nous allons discuter avec la personne qui vous a martyrisé et qui a continué à martyriser, qui a même installé un pouvoir qui est resté longtemps chez vous. À partir de quel moment vous comptez? Mais voilà justement, il existe plusieurs approches solutionnelles des conflits. Il y a l'approche militaire, donc la guerre, il y a l'approche diplomatique, c'est cette approche-là la plus importante, mais il y a aussi l'approche régionaliste ou régionale de résolution des conflits. En droit international, j'entends les droits des règlements des conflits internationaux, la solution la plus privilégiée, c'est le retournement à la région. C'est la remise de la résolution aux mécanismes régionaux. Alors maintenant, si nous prenons l'aspect diplomatique, c'est-à-dire l'aspect d'entente, l'aspect de médiation, c'est l'aspect le moins coûteux et qui permet à la fois de garder l'essentiel des valeurs et des traditions entre un peuple qui présente des cas de conflit. Mais non, le recours à la diplomatie n'est pas une faiblesse. C'était imaginé ici comme une solution pour cimenter les relations entre nos deux États et être le moteur de la région des Grands Lacs et même de la région des États d'Afrique de l'Est, région, communauté dans laquelle nous venons d'adhérer. L'idée du président en approchant le Rwanda était de dire qu'est-ce que vous voulez? On peut coopérer, mais d'égal à égal. On peut travailler ensemble en tenant compte des règles, win-win, mais on peut tout aussi, s'il n'y a pas de coopération, et rester en bon voisinage. Parce que nos peuples se côtoient. Il existe des mariages entre le Rwandais et les Congolais. Oui. Mais comment voulez-vous qu'on dise un jour que votre femme, qui serait peut-être rwandaise, doit quitter les pays pour rentrer au Rwanda? Vous avez des enfants. Nous sommes en situation difficile humanitairement, et même humanistement, parce que vous vous trouvez devant une situation où l'humain est appelé à faire le choix entre sa mère et son père. Alors sur le plan humanitariste, il se pose là un problème de gestion de ce qui arrive. Ce qui peut arriver à tout le monde. Comment dire non? Comment couper? Alors couper définitivement. Mais maintenant, le Rwanda ne veut pas entendre. Mais pourquoi vous... C'est ainsi que le président de la République attend qu'il comprenne. Mais pourquoi vous êtes dans la posture d'attendre la paix de l'autre? Pourquoi vous êtes dans la posture de prêcher l'humanisme alors que les autres n'entendent pas cela? Les autres tuent, massacrent ou font du mal et ça fait 25 ans. Et vous, vous êtes dans la posture d'en faire entendre raison. Est-ce que vous n'utilisez pas les armes qui ne servent à rien dans un conflit tout autre? Très bien. C'était une étape. Et la prochaine est connue, c'est celle de nous assumer. Nous sommes un peuple non seulement fort, mais déterminé. Au jour d'aujourd'hui, nous avons prouvé au monde entier que nous sommes disposés à la paix. Si le Rwanda veut la paix, il fait la paix avec nous. Ce n'est pas à nous d'aller chercher la paix au Rwanda. C'est au Rwanda de s'aligner dans le chemin de la paix. Et c'est ça la décision aujourd'hui. Ah, vous avez quand même évolué dans la décision? Non, pas évolué. Nous avons épousé les étapes. Il faut aller d'étape en étape. Okay. Parce que question... N'oubliez pas, comme j'ai dit tout à l'heure, que l'idée du président de la République n'était pas d'entrer des conflits avec les pays voisins. Parce que
les conflits avec le Rwanda provoqués par nous ne servent à rien. Mais la défense par nous des provocations du Rwanda est une solution qui va être écoutée par le monde entier. Nous sommes comme dans un monde qui nous conseille la paix. Il ne faudrait pas, nous ne sommes pas un État barbare, nous sommes un État civilisé. Mais maintenant, nous avons voulu la paix par cette voie-là, la voie de résolution. Le président a fait des trucs comme tout le monde le sait. L'accréditation de l'ambassadeur Karigal a été ici. Ce sont les signaux forts d'une ouverture sans atermoiement du président de la République. Mais maintenant, que le Rwanda n'a pas compris, il comprend la voie de la paix par le moyen de défense, par nous, de notre territoire national. Est-ce que vous allez faire la guerre au Rwanda? Non, nous n'avons pas besoin de faire la guerre contre un État. Nous avons le devoir de protéger l'intégrité du territoire national. Et ce, par tous les moyens, y compris les moyens militaires. Parce que nous n'allons pas faire la guerre dans un pays voisin ou contre un voisin. Mais nous avons le devoir et donc la responsabilité de défendre notre territoire, de protéger nos peuples contre qui que ce soit qui se serait aventuré ou qui tenterait du penser pour pouvoir empiéter et même violer l'intégrité de notre territoire. Parlons République sous Fachi, on revient, on va revenir avec l'armée plus tard, mais revenons un peu en amont, pardon, je veux dire un peu au début. Il y a eu un vrai conflit scientifique sur le contre-essaim du Premier ministre. Plusieurs personnes vous ont traité, vous particulièrement, enfin, je parle de vous, c'est-à-dire le pouvoir en place aujourd'hui, parce que vous êtes chargé des missions du président, donc vous êtes l'une des personnes que le président rencontre assez souvent, et quand on parle des questions de droit, donc vous êtes encore mieux placé, donc vous êtes sur le banc des accusés sur la question. On vous accuse d'avoir induit les chefs de l'État en erreur en interprétant très mal le contre-essaim. Vous envoyez un Premier ministre en déplacement et vous trouvez les doyens des ministres, il fait un contre-essaim qui bascule finalement le cours de l'histoire. Est-ce que vous pouvez nous dire scientifiquement aujourd'hui, avec un peu de recul, c'était une bonne décision, c'était un coup de génie ou c'était une manipulation politique tout simplement? Non, Christian, le pouvoir public est un pouvoir dépersonnalisé. Il n'existe pas des personnes dans l'État, mais il y a des institutions dans l'État. Et les institutions sont régies par des principes simples. L'un des principes les plus l'un des principes fondamentaux, je veux dire, de l'administration, c'est la continuité de l'État. Lorsque les questions se posent dans l'État, on n'a pas à attendre un individu. On pose la question à l'institution. Le Premier ministre d'alors était en mission au Katanga pour une question sécuritaire de grande envergure. Il fallait, les Bakata Katanga, prenaient d'assaut, prenaient tout sur leur passage, pillaient et même attentaient à la sécurité intérieure du Katanga. Le Premier ministre, qui est lui-même ressortissant de cette province, s'est vu dans l'obligation de demander au chef de l'État l'autorisation de partir pour régler la question comme haute autorité du port central. Et lui-même originaire, c'est-à-dire ayant les mécanismes, tu veux bien, convenables pour pouvoir parler à ces gens. Il est allé en mission. Mais entre-temps, les questions se sont posées. Et les questions avaient déjà débuté par les conseillers de la défense, conseillers de la magistrature qui avaient déposé des procès-verbaux. Parce qu'il faut bien vous dire que la nomination des magistrats comme de militaires ne relève pas de la volonté de la présidence de la République. Ce sont des structures tout aussi indépendantes, tout aussi autonomes, qui travaillent, qui préparent et qui envoient la signature. Ces procès-verbaux ont été envoyés, déposés. Et le moment de signer était arrivé. Il y avait des problèmes de contrats militaires. Il y avait des problèmes de recadrage de la justice. Tout le monde décriait ici. Et les ministres qui assuraient l'intérim, les vice-ministres qui assuraient l'intérim du Premier ministre, étaient au pays en ce moment-là. Est-ce qu'il faut-il attendre la décision de l'individu ou donner ces dossiers pour contre-saint? Le contre-saint est un acte du Premier ministre, c'est-à-dire de la personne, ou le contre-saint est un acte du Premier ministre comme institution? Très très bien. Mais voilà la question intelligente. C'est ainsi que les gens t'aiment beaucoup parce que tu cibles l'essentiel. Donc ici, le contre-saint est un acte non pas d'un individu, mais d'une institution. Okay. Qu'il s'agisse d'une institution permanente ou intérimaire, mais pourvu que le règlement du gouvernement et la loi vous donnent le pouvoir d'assurer. Le contre-saint n'est pas l'acte de l'individu parce qu'il n'a pas été élu avec le pouvoir de contre-saint. Il trouve ce pouvoir. Quand il quitte le pouvoir continu du contre-saint, maintenant il n'est pas là. Le contre-saint continue. Donc le contre-saint est un acte du gouvernement, du Premier ministre, qui a l'impérium. Et l'impérium en ce moment-là était délégué au vice-premier ministre intérimaire. Et d'ailleurs par le passé,
Plusieurs ordonnances ont été contresignées par les vice-premiers ministres. Nous en avons vu par les passés avec Cheikh Kitundu, qui était vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, assurant l'intérim du Premier ministre, qui avait contresigné dans le même domaine judiciaire. On l'avait avec Roubert Romaniwa aussi. Ce ne sont pas des cas isolés, ce sont des cas qui ont toujours existé dans ce pays. Mais ça fait mal quand? Ça fait mal lorsque le camp qui voulait bloquer le fonctionnement de l'État trouve en ça une stratégie d'écartement. Mais c'est faux, c'est faux. Il s'est agi en ce moment-là d'une gestion normale, institutionnelle des questions de la République, que des gestions d'individus. C'est ainsi que je dis souvent, nous sommes tous passagers, mais les institutions que nous animons vont devoir demeurer. Et nous devons nous accommoder avec l'ordre institutionnel qui est l'ordre personnel. Alors, et donc, ils doivent oublier des pensées. Cet acte contre ça va finalement rester dans la mémoire collective, mais on se rappelle aussi de ce que le chef de l'État a lui-même appelé État de droit. Alors, quelles sont les prouesses que l'État de droit, en fait, quelles sont les prouesses que le chef de l'État a apportées dans cet État de droit, le contenu même dans cet État de droit que vous pouvez aujourd'hui énumérer? Parce qu'il y en a tellement, vous faites le contre-saint, vous nommez les juges sont là, les députés du FCC ne viennent pas, et vous en faites. Bien, c'est bien. Mais après l'architecture judiciaire, le résultat nous envoie désolé, puisque toutes les arrestations se sont soldées en libération. Il y en a qui ont été arrêtés, qui ont été libérés. Les grâces présidentielles vont se retourner comme ça. On va se rappeler que certaines personnes qui étaient concernées dans des affaires se retrouvent aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Bref, tout un tas de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, l'on peut dire qu'il y a un désespoir? Sinon, c'est quoi les prouesses de l'État de droit sous Fathi? D'abord, l'État de droit n'a qu'une définition prosaïque, que j'aime que tout le monde retienne, parce qu'on peut tout oublier, mais pas ça. C'est l'État dans lequel toute personne est soumise à l'autorité de la loi. Le président rappelle souvent sa phrase. Il dit dès lors, l'état de droit pour moi, c'est un état dans lequel l'individu n'a pas peur du chef de l'État, mais plutôt de la justice. Ah, ça c'est bien dit. Le président, c'est celui qui rêve d'un état dans lequel l'interventionnisme dans le domaine judiciaire n'existait pas. Et où le juge est conscient de ce qu'il fait. Hier, d'ailleurs, il le disait aux magistrats qui ont prêté serment. Oui. Le président a dit hier aux magistrats qui ont prêté serment. Hier, vous pouvez vérifier que, messieurs, je n'enverrai personne à mon nom. Vous devez faire le travail comme vous l'avez appris, oh mon Dieu. J'ai dit, mais Père Pic, c'est qu'il il le dit en public. Il ne s'en cache pas. Ceux qui le connaissent savent son franc-parler. Mais non, les décisions prises, les résultats. Oui. C'est deux questions différentes, Christian. Une question, c'est celle de dire comment on en est arrivé à nommer ces personnages, et l'autre, c'est comment ces personnages se comportent. Oui. Ce n'est pas le contre-signe qui corrigerait les comportements. Et le comportement est individuel. Seul est correcteur la sanction. Christian, en nommant les gens, on les nomme en fonction de leur diplôme, de leur compétence, de leur expérience. Et on compte qu'ils vont s'intégrer dans la logique, dans cette systématisante logicienne de leur mission professionnelle. Mais malheureusement, certains parmi, pas tous, s'égarent et très souvent. Qu'est-ce qu'il faut? Ce qu'il faut, c'est la sanction. Il faut sanctionner les égarements. Il en est de même pour les justiciables. Il faut que les justiciers soient tout aussi sur le banc des accusés. Moi, je veux d'une magistrature où le juge est arrêté pour les égarements, pour les infractions. Mais ça n'arrive pas. Mais justement, il faut, c'est ça le défi de demain. Nous voulons une justice où le justicier est tout aussi inquiété toute le fois qu'il s'écarte de l'ordre ou de la loi. Et qu'il faut du courage pour y arriver. Mais tout le procès emblématique se sont soldés en un vrai chaos. Mais non. Lorsque le magistrat accorde libération, liberté à tel ou tel individu poursuivi, ou même lorsque une personne arrêtée se voit gracier, ce qui n'a pas encore existé sous Fathi, pour les cas bien précis, le président n'a jamais pris une ordonnance libérant les personnes poursuivies des crimes de détournement, des crimes de corruption, des crimes, évidemment, de vol. Ce sont des personnes qui sont condamnées aux infractions légères, qui, dans tous les pays du monde, peuvent bénéficier de ces mesures-là. Pourquoi? Parce qu'il faut désengorger aussi le milieu. Quand quelqu'un a déjà fait 3 ans en prison, il lui reste une année, on considère
qui s'est amendé. Alors, mais prof, si vous dites ça, mais il y a beaucoup en prison aujourd'hui il y en a des gens, je crois que vous êtes au courant, qui sont en prison, qui n'ont jamais rencontré les juges, qui n'ont jamais rencontré un procureur. Ils sont là, ça fait 2 ans, 3 ans. Ils pleurent, ils croupissent en prison, puisqu'ils n'ont personne pour parler d'eux. Il y a beaucoup, mais pourquoi c'est seulement quand c'est des politiciens, quand c'est des hommes, des partis politiques, eux, on peut leur accorder la liberté. Mais quand c'est des citoyens lambda, des voleurs de chèvres, des bagarreurs dans la cité, pourquoi eux sont censés croupir et pas les autres? Non, je vous dis que dans les libérations qui sont intervenues, beaucoup de ces gens ont été libérés. Oui. Mais si vous avez des cas, et c'est ça le rôle de la collaboration entre le gouverneur et les gouvernés, il faut les faire. On le fera en tout cas, on le fera. Ça nous permettra justement de poser la question à qui des droits pour appliquer la justice sur la légalité de tous. Maintenant, parce qu'il faut parler des égarements. Les égarements viennent et proviennent souvent de certains juges très zélés aussi. Mais il y en a des bons. Il y a des autorités de ces pays qui ont été condamnées. Il y en a qui sont encore en condamnation. Il y a beaucoup de cas que nous avons dans ces pays. Il y a des cas emblématiques que vous connaissez, qui ont fait objet de procès le plus important de ces pays, et donc même de la région, les procès télévisés. Alors comment faire? Ça c'est soldé à rien parce que l'argent de l'État n'est pas retourné, les personnes sont pratiquement en liberté, sauf l'étranger qui continue à croupir là-bas, mais pratiquement tout le monde, tous les grands acteurs de ce procès sont partis. On n'ouvre pas de formation. Dans les dossiers Robank, l'argent a été saisi et reversé au Trésor. Oui, dans le dossier Robank, oui. Les dossiers 100 jours. Les dossiers 100 jours. Les dossiers en cours, les fonds sont saisis. Ils sont encore sous séquestre au niveau des banques commerciales et la Banque centrale. Donc c'est vous dire qu'il faut donner l'information. Beaucoup de choses sont faites sous le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Beaucoup sont faites. Il existe aujourd'hui en prison beaucoup de hauts cadres de ce pays. Il y a des hauts cadres qui sont condamnés. Mais il y en a aussi qui peuvent avoir été condamnés alors qu'ils ont raison. Alors qu'il y a des faits de justification. Il y a les codes de non-imputabilité. Lorsque l'on remarque, le juge remarque dans son intime conviction que les faits pour lesquels l'individu est poursuivi ne sont pas constitutifs d'infraction, il peut lui accorder la liberté. Le juge, y compris le magistrat, ils les instruisent à charge et à décharge. Alors, il n'est pas dit que l'acclamé public a raison aussi. Oui, mais et il faut que l'état de droit soit aussi au bénéfice de la personne injustement poursuivie. Mais maintenant, lorsque les faits, comme je dis, sont portés à la connaissance des autorités qui ont en charge cette question-là, vous avez ici les conseils de la magistrature, vous avez le parquet qui existe, même par dénonciation. Ceci permettrait de faire toute la lumière. Mais il ne faudrait pas toujours vous fier au Mais ce Conseil supérieur de la magistrature qui ne se réunit presque pas, alors on se pose des questions, est-ce que les magistrats ont encore peur? Mabunda disait autrefois la république des juges. Est-ce que nous ne sommes pas dans une république des procureurs maintenant, où le mandat d'arrêt est délivré au gré du procureur comme il veut, comme il entend, où on arrête les gens pour question des dettes alors que la Constitution l'interdit? Est-ce que vous veillez personnellement, quand je dis personnellement, ça veut dire votre pouvoir, est-ce que vous veillez personnellement à ce que ceux qui les justiciers, comme vous les appelez si savamment, est-ce que vous veillez à ce qu'ils ne dérapent pas, qu'ils n'abusent pas de leur pouvoir? C'est justement ça ce que le président a demandé aux magistrats. Oui. Qu'il faut que la sanction et l'exemple, la sanction leur soit aussi appliquée, positive et négative. Mais également, il faut un contrôle. Les contrôles, vous savez, les parquets ont le pouvoir de contrôle des détenus des parquets inférieurs. Il en est de même pour les juges. Les juges supérieurs ont toujours des missions de contrôle, on appelle ça inspection. Ils assurent l'inspection pour voir quels sont les cas qui marchent et ceux qui ne marchent pas, et voir dans quelle mesure interpeller les magistrats paresseux et autres qui s'égarent de temps à autre. Mais non, mais c'est faux de dire que tout ne marche pas. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les mandats d'arrêt qui sont parfois émis contre tel individu ne veulent en aucune manière dire que l'individu qui sera amené par mandat amené sera arrêté. Peut-être que parce qu'il faut vaincre une résistance de la personne qui est invitée, qui ne vient pas. On peut décerner en son encontre un mandat d'arrêt, comme le veut la loi elle-même des procédures. Alors, la plus grande question, c'est de savoir, est-ce qu'il faut venir au tribunal, ou au parquet, je veux dire, au parquet, est-il placé en détention alors qu'il ne peut pas y être? Et là, ce sont des abus qu'il faut signaler.
Et Mais vous savez aussi que la au-delà de caution, ces abus, on ne le retourne pas. au-delà de ces abus, il y a Vous un savez que la caution, vous êtes avocat, la caution, on ne la retourne pas au Congo. Alors que la caution sert plutôt on vous la redonne une fois que la procédure est épuisée. Mais pourquoi chez nous, la caution, on ne la retourne pas? Non, mais il faut la demander. C'est une caution. Vous savez, c'est comme une garantie. Lorsque vous la donnez, vous quittez la maison, vous devez demander. Il appartient aux personnes qui sont en droit de revendiquer leur caution de le faire. C'est pourquoi on leur demande des quittances. Ce sont mais dans des la pratiques pratique, connues. c'est très Mais c'est des compliqué. pratiques qu'il faut Oui. relever et sanctionner. Mais je sais qu'une caution payée doit être remboursée. Très bien. Voilà pourquoi il y a des quittances. On va évoluer, professeur, pour terminer cette question de droit. Revenons sur une question. Professeur, aujourd'hui, vous êtes avocat, je n'ai pas besoin de vous rappeler que beaucoup de femmes, surtout, elles se trouvent à l'extérieur après les divorces, sinon après le décès de leur conjoint. Parce que la famille du conjoint, la famille du disparu, du découyous, vient récupérer le bien et jeter la femme, la veuve et les enfants à l'extérieur. Et c'est des conflits qu'il y a aujourd'hui dans les parquets, dans les tribunaux, ainsi de suite. Depuis 60 ans, les femmes continuent à croupir sous le poids de la culture, le poids de la coutume, ainsi de suite. Quelles sont les innovations que le président Félix Tshisekedi apporte pour redonner le sourire à ces femmes-là qui, pour la plupart des cas, refusent même d'aller en justice parce qu'on leur a dit, si vous allez en justice, vous allez perdre vos enfants au fil du temps. Et la plupart d'entre elles, elles ont peur. Donc je vous dis, c'est un cas qui fait mal pour le veuve, qui n'ont peut-être pas de soutien social conséquent. Il existe, au-delà des structures non gouvernementales, un ministère de genre qui existe, qui a un budget d'ailleurs, qui s'occupe de la gestion. Mais le chef de l'État, conscient de cette situation, a nommé auprès de lui une dame, une collègue à moi, Madame Chantal Molap, qui s'occupe des violences faites à la femme, qui a des bureaux dans la tour de Congo Futur, sur Batetela, et qui ne s'occupe que de ça. Pourquoi? Parce que le président, il est trop attaché à la protection de la femme. Il considère que la femme est un être qui, contrairement à ce que l'on dit, a besoin d'être encouragé dans ses prouesses et compétences. Mais maintenant, ce qui arrive, c'est quoi? C'est par ignorance. Cette femme ne fait pas entendre sa voix, alors qu'elle a raison. Nous avons, nous, un service. Elle a peur de la coutume. Mais justement, nous avons, nous, un service. Oui. Et il ne va même pas beaucoup de penser. Parce que Mme Chantal Molop, la conseillère chef de l'État, en charge des questions des violences faites à la femme, et même de l'enfant, elle a l'appui même au niveau du gouvernement, au niveau de toutes les structures qui l'accompagnent, même au niveau régional, de pouvoir accompagner de telles femmes. Et je vous dis, en passant aussi, que la première dame, Maman Denise, championne de ces combats-là, elle a été sacrée championne pour ses multiples interventions et initiatives dans les domaines des protection de la femme, s'emploie alors amplement à la protection de la femme. Voilà la vision, une vision qui est matérialisée par le chef de l'État et qui, on va dire, a tellement de choses qu'on ne dit pas, qu'on ne publie pas, mais qui existent. Il existe des cas de prise en charge complète et de gestion des contentieux post-maritaux et qui ont toujours été résolus dans l'intérêt de la femme. Il faut qu'on la connaisse. Il faut qu'elle se présente. Très bien. Là, c'est bien connu. J'ai dit Congo Futur. On reviendra. Alors, professeur, hier, pour en parler et terminer le volet de la justice, hier, 3 juges avaient prêté serment, parmi lesquels un jeune juge de 45 ans qui, finalement, est devenu juge constitutionnel. Alors, l'architecte de cette prouesse, si on va dire comme ça, est accusé aujourd'hui par le FCC, encore une fois, de violation de la Constitution. On dit que on va dire le tirage au sort n'avait pas été fait convenablement et que on visait le juge Kalouba qui n'a pas donné au président la tête de Matata et il a payé pour ça et bien d'autres, vous êtes au courant de cette question, mais aussi on dit que, je vais lire, un député du G13 revendique la paternité finalement de la loi sur la Cour constitutionnelle qui avait démontré des irrégularités dans la procédure du tirage. Et vous avez même demandé, vous avez sollicité un débat, malheureusement ce débat-là n'a jamais eu lieu. Je crois que Denis Sanga acceptera de vous rencontrer sur un plateau de télévision. Mais qu'en est-il exactement d'abord
de la loi sur la Cour constitutionnelle, qui en est vraiment l'auteur, mais aussi le tirage au sort. Comment le comprendre? Et enfin, qu'est-ce qui s'est passé hier? Est-ce que c'est dans l'esprit de la Constitution et qu'il n'y a pas d'irrégularité? Vous avez pour ça 1 ou 2 minutes pour nous expliquer. Non, merci beaucoup, Christian. Je voudrais une fois pour toutes éclairer pour la deuxième fois, de manière publique, notre peuple sur cette question. Il n'y a jamais eu la moindre violation de la Constitution ni de la loi organique. Pourquoi? Parce que les Congolais avaient décidé, à la faveur du référendum de 2005, à pouvoir changer l'ordre judiciaire dans ce pays, en séparant les contentieux législatifs du contentieux administratifs et judiciaires. Pourquoi? Parce qu'ils avaient considéré que les contentieux administratifs concernent les actes réglementaires, les contentieux judiciaires, les actes de conflit, parce que le juge est multiple. Le juge est multiple. Il est multiple parce qu'il est judiciaire, et là il a plusieurs facettes, pénales, civiles, administratives, et même commerciales. Il est aussi administratif lorsqu'il ne voit que les actes réglementaires, mais il est aussi constitutionnel lorsqu'il voit l'inconstitutionnalité, et même les avis des cas touchant à la Constitution. Mais ces juges-là multiples, que les Congolais ont décidé de répartir, avaient une mission, celle de doter le pays d'un système judiciaire holistique, capacitant à pouvoir concourir à l'élévation de la nation, parce que nous devons éviter de tomber dans le piège de l'État juge, ou l'État de république des juges, comme on l'a dit, mais moi j'appelle l'État juge et État justice. On pourrait y revenir pour une autre émission. La notion d'État juge et État justice. Mais le problème, c'est que en 2015, le 4 mars, contrairement à une idée répandue qui n'est pas vraie, les premiers 9 juges prêtèrent serment au Parlement. Ces juges devraient être remplacés 3 ans après, parce que l'article 150 de la Constitution prévoit que les juges sont renouvelés par 3 chaque 3 ans. Chaque 3 ans. 3 en raison d'un par groupe, parce qu'ils sont constitués en groupe de 3, à l'initiative du président de la République, sur désignation du Conseil supérieur de la magistrature et du Parlement. En 2015, ils ont été installés. En 2018, 3 ans après, ils devaient avoir un tirage au sort. Qu'est-ce qui arrive? La question des glissements, Amene Sambo et Banyoko a démissionné. Et donc, la mort du juge Kalonda, c'est ce qui fera que le contexte du tirage au sort, selon l'FCC en ce moment-là, n'a pas pu être réalisable. Et ils ont procédé par des nominations. Il y a eu glissement. Nous arrivons au pouvoir en 2019, le 24 janvier. En 2021, il fallait procéder au tirage au sort. Pour renouveler. Le deuxième tirage. Oui, le deuxième. Pour renouveler les membres. Qu'est-ce qui arrive? Ce qui arrive, c'est que les juges font un procès verbal dans lequel ils disent « Nous nous sommes entendus, nous voulons continuer, nous sommes en harmonie ». Chers amis, la Constitution vous dit que le renouvellement se passe par un tirage au sort. Un PV des juges chargés, et même, mon Dieu, de veiller au respect de la Constitution, négocient la disposition constitutionnelle et disent qu'ils veulent continuer, ils veulent négocier la disposition constitutionnelle. Et ils continuent. Et c'est la fraude. Une fraude terrible. Christian, tu es juriste aussi. Toutes les décisions rendues par la Cour constitutionnelle, entre la période du tirage de sort et celle où il a été organisé, sont attaquables. Très attaquables parce qu'il y a fraude. Il y a fraude. Parce que les compositions étaient irrégulières. Est-ce qu'il faut-il risquer? Voilà pourquoi le président de la République se réveille un matin et dit, mais qu'est-ce qui se passe à la Cour constitutionnelle? On lui dit, mais écoutez, là, le PV a été fait, Kaloba a été désigné. Il dit, mais écoutez, qu'est-ce dit la Constitution? Les experts, nous regardons, on dit, non, mais écoutez, la Constitution prévoit qu'il faut tirage au sort. Mais pourquoi n'a-t-on pas organisé le tirage au sort? Il instruit l'état des cabinets de saisir l'autorité compétente. Question, quand tu lis la loi du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, cette loi donne le pouvoir, l'article 116 donne le pouvoir, et l'article 6 également, les 2 articles donnent le pouvoir au greffier en chef à organiser les tirages au sort dans une salle publique. C'est ce qui a été fait, quoiqu'en retard.
Pourquoi? Parce que comment peut-on reprocher au président de la République d'avoir bien fait, d'avoir voulu le retournement de l'ordre constitutionnel? Mais peut-être les retards. Mais oui, mieux vaut, il appartenait aux juges de le faire. Ils ne l'ont pas fait. Parce que les chefs de l'État, l'article 69, lui reconnaît le pouvoir de veiller au fonctionnement régulier des institutions. Et lorsqu'il a remarqué qu'une institution était en fonctionnement irrégulier, il a dû donner l'ordre, suivant son pouvoir prévu du garant du bon fonctionnement des institutions, à l'autorité administrative compétente, c'est-à-dire les greffiers en chef, à pouvoir organiser les tirages de sort. C'est ce qui a été fait. Mais non, les magistrats qui étaient en version de la Constitution, et le président qui intervient en sauveur de l'ordre constitutionnel, en sauveur du gouvernement constitutionnel, qui peut-on applaudir? Mais Qui peut-on ici, qui peut-on féliciter? Oui, professeur, mais pendant tout ce temps, qui a tort? Qui a tort? Le juge de la constitutionnelle. Mais pourquoi n'avait-il pas été sanctionné en ce moment-là? Non, on ne peut pas sanctionner le juge de cette manière-là. Vous savez, les juges, il faut respecter les règles de leurs sanctions. Les sanctions des juges passent par leur structure administrative. C'est que pour le juge de la constitutionnelle, il faut que le président et les procureurs organisent leurs sanctions. Or, ici, n'oubliez pas que c'est une institution indépendante. Or, ici, eux-mêmes étaient concernés. C'était compliqué, mais voilà, les chefs d'État demandaient au greffier en chef de procéder sans désemparer. Donc le juge Kalouba était là sur fraude. Sur une fraude avérée. Parce que la Constitution n'a pas été respectée. Et vous avez corrigé la fraude. Et les chefs de l'État ont corrigé la fraude. Mais comment le tirage au sort ne les tire que lui? Non, il n'a pas été sûr, mais c'est faux, voilà. Oui. Voilà encore voilà. Exact. Les tirages au sort concernent les personnes qui arrivent à la fin de leur mandat. Le président Kalouba a été désigné pour un mandat d'achèvement de celui de Luamba, qui sortait. Pour des raisons personnelles, il avait démissionné. Le président Funga a été lui aussi, depuis le départ, à la cour. Il est parmi les premiers à la cour. Et là, il était considéré par les tirages au sort. Malheureusement, il a été tiré au sort, autant que Kalouba. Mais je ne sais pas. Pourquoi le FCC se mêle-t-il? Alors que Kalouba a été désigné sur initiative du président de la République. Il est candidat du président. Pourquoi trouve-t-il à dire, mon Dieu? Il n'est pas ici d'initiative du FCC, ni du Parlement. Mais qui est l'auteur de cette loi, finalement? Voilà. La loi, cher ami, est l'œuvre de hauts cadres de ces pays, réunis dans une structure qu'on appelle Commission permanente du droit congolais. Nous sommes en 2004, 2005, 2006 et plus tard 2008. Les besoins d'accompagner la volonté des Congolais s'est fait sentir. Le gouvernement charge le ministre de la Justice à pouvoir organiser la réforme. Celui-ci s'appuie sur la structure qui est compétente. C'est cette structure qu'on appelle Commission des réformes du droit congolais, qui était dirigée par le professeur Kalongo Mbika et d'heureuse mémoire. Les moyens ont été donnés par le gouvernement, y compris le PARJ, le programme d'appui à la justice. Pierre Kaniki est en vie, il peut venir un jour si vous le souhaitez, vous le dire également. Le professeur Luamba, Léliel Balanda est aussi en vie, il peut venir vous le dire. Ils ont accompagné ces réformes-là. Beaucoup d'émissions ont été faites à l'étranger, en France, en Belgique et ailleurs, pour pouvoir trouver les systèmes judiciaires correspondants et étudier les mécanismes de son adaptation au Congo. Ils amènent les projets ici, il est discuté au gouvernement, voté. L'avant-projet est envoyé au Parlement. Donc ce n'est pas Délice Sanga l'auteur de la loi. J'en arrive. Cet avant-projet n'a pas été aligné parce que les calendriers étaient trop serrés. Après l'élection de 2011, Délice Sanga a été élu dans son fief de Luisa. Il est désigné par la suite président de la commission PAG. Désigné président, il récupère les arriérés législatifs et il en fait des propositions de loi. Il a été interpellé parce que les cas sont légion, les cas Boutakile est connu. Boutakile l'avait également ramassé lors d'une commission de loi sur le Conseil d'État. Il avait recadré, c'était public, c'était à la télévision aussi. Ce n'est pas seulement avec moi, même Boutakile, l'honorable Boutakile peut vous en parler. Il a été lui-même dans la commission sous Minaco pour le recadrer. Non, ce n'est pas lui. Il a peut-être participé aux travaux qui ont existé, mais il n'en est pas l'auteur. Et même alors, lorsqu'on a mis une idée qui est discutée, qui est enrichi par les parlementaires, c'est le plus votre œuvre. Ça appartient plus, ça appartient c'est de l'arrogance, c'est démesuré, que de dire que j'ai écrit la loi et quand j'ai écrit la loi, je n'imaginais pas m'arrêter. Arrêtez-nous ça. Vous savez, par humilité,
par humilité, on doit reconnaître le mérite de nos aînés, non? Je dis bien la loi et l'œuvre de hauts cadres de ces pays, qui sont mes aînés à la faculté, et qui, il y a même Katola Kabakachala qui est mort, qui était aussi l'acteur principal. Mais il faut arrêter. C'est ça le risque. C'est même l'égarement des personnes qui évoluent à l'étranger, dans des universités étrangères, je ne veux pas y revenir, et qui, quand ils rentrent au pays, ils ignorent même les icônes du système qui existe. C'est ça le problème. Et on les découvre est-ce que tout de votre suite. débat, vous l'avez demandé un débat, est-ce qu'il a accepté? J'ai demandé des débats pour lui dire qu'il n'était pas auteur. Il m'a ramené au populisme des rues pour me dire qu'il faut venir sur les tirages au sort. Il n'était pas question du tirage au sort. Parce que les tirages au sort ne veut pas appeler débat. Les tirages au sort est constitutionnel, est légal. Et je ne vois pas sur quelle base... En quel terme vous êtes prêt à faire un débat avec lui? Non, mais bon, les débats, je pense que j'ai éclairé l'opinion largement sur la question, à moins d'une nouvelle matière à vouloir, à choisir par lui. Mais pour l'instant, j'ai éclairé la population sur cette question-là. Oui, je pense qu'elle est amplement édifiée. Pour les 3 juges, est-ce que vous avez vidé la question de la Cour constitutionnelle? On peut maintenant dormir en paix? Non, mais écoutez, les 3 juges ont été désignés conformément à l'article 2, l'article 6 et 8 de la loi organique, mais aussi l'article 158 de la Constitution, désignés suivant leurs autorités de désignation. Ils ont prêté serment après leur nomination par les présidents de la République. Au jour d'aujourd'hui, la Cour constitutionnelle est sauvée, elle est régulièrement constituée et elle est PCG valablement après désignation par les pairs de leur président. Donc voilà un chef de l'État conscient. Voilà un président de la République qui bétonne les domaines judiciaires en y garantissant le maximum de légalité et de constitutionnalité, contrairement à un arrangé. Vous savez ce que les membres de la Cour avaient fait à l'époque? C'est quoi? C'est finalement, ils voulaient nous faire passer du glissement au comité du salut corporatiste. C'est dire, les membres d'une corporation s'entendent et décident de se sauver. Et ce fut le cas. Alors, et un cas très, très malheureux. Alors, professeur, on va finir la question. Alors là, on ouvre notre débat. C'est parce que vous parlez de la bétonisation de l'appareil judiciaire. J'ai envie de dire la bétonisation des arrêts de la Cour constitutionnelle. Comment vous allez faire? En fait, qu'est-ce qui va se passer? Puisque déjà l'arrêt de la Cour constitutionnelle passée a cristallisé l'impunité en disant qu'un citoyen ne pouvait pas être jugé. Alors, la Cour a dit qu'elle était irresponsable, disons elle était incompétente, mais ne nous a pas référé. Où est-ce que le juge, le bon droit, a l'être dit? Est-ce que la Cour constitutionnelle, nouvellement, qui va être installée bientôt, est-ce qu'elle va revenir sur les arrêts de la Cour constitutionnelle qui déjà sont inattaquables? Comment vous allez, encore une fois, sortir le génie de la question? Non, mais écoutez, Christian, la Cour constitutionnelle avait montré ses limites dans un arrêt où non seulement elle se déclare incompétente, également elle n'était pas devant quelle gestion les justiciables devraient être déférés. Et c'est une œuvre non seulement la plus critiquable possible, mais qui a quand même ici permis de dégager les limites réflexives de ces acteurs. Je ne critique pas les juges, je ne suis pas de cette éducation, mais je sais voir dans l'œuvre, et tout le monde peut se voir dans l'œuvre, il y a une certaine limité actentielle à vouloir trouver des solutions au problème. Mais par-delà ces constats personnels, il y a un problème. Je ne sais pas si il faut qu'il y ait au pays des faits impunis ou d'acteurs intouchables. Par-delà, il existe, Christian, une jurisprudence devenue séculaire de la Cour suprême à l'époque, chargée de tout. Parce que la Cour suprême avait une section administrative, une section législative et une section naturellement judiciaire. Toute section réunie, la Cour a décidé par plusieurs fois a décidé, même à prendre un arrêt de principe qui a été toujours suivi, que le juge du moment des faits est celui du moment des poursuites. C'est une jurisprudence séculaire de la Cour suprême de justice. Ok. Avocat, vous l'êtes, professeur d'université, chercheur, je vous l'ai dit, c'est vérifiable. Comment peut-on l'ignorer? Comment peut-on l'ignorer? En d'autres termes, l'arrêt de la Cour constitutionnelle était une consacralisation plutôt d'une
d'un paradis pénal et un paradis judiciaire. De sorte que lorsqu'on quitte les fonctions avec des casseroles, on va se reposer au Cancun. Oui, parce que cet arrêt fait bien dormir on est au M. Sama. Mexique. On est au Mexique, Cancun. Vous quittez les affaires avec des casseroles, vous allez à Cancun. Vous allez aux îles Vierges britanniques. Vous allez à Washington avec des casseroles. Il ne faudrait pas, dans ces pays, avoir une pareille jurisprudence. Elle est tout aussi dangereuse qu'elle est la corruption et le blanchiment des capitaux, qui sont des crimes, qui sont des crimes les plus graves contre lesquels le monde entier est debout. Le seul discours qui ne passe pas au monde, c'est la corruption. Aujourd'hui, dans tous les milieux internationaux, lorsque vous êtes fiché, corrompu, ça ne passe pas. Oui, mais comment vous allez faire dans la pratique? Non, mais ce n'est pas à nous. Qu'est-ce qui va se passer? Malheureusement, ce n'est pas à nous. Vous savez, Christian, je lisais un auteur, Jean-Éric Choctler, sur de la République de l'État, la République de l'État à l'État des juges, où il critique ces déséquilibres devenus constants, provoqués par l'affaiblissement de l'ordonnancement juridique. Les juges, aujourd'hui, dans cette séparation de pouvoir, se sont arrogés le pouvoir d'affaiblissement du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif par ce qu'on appelle les décisions judiciaires. Parfois prises en affaiblissant, en ignorant, en modifiant les lois et même le décret et les ordonnances. Donc nous tendons vers un déséquilibre des pouvoirs provoqué par l'affaiblissement de l'ordonnancement politique par l'ordonnancement juridique. Est-ce que Matata sera-t-il réjugé? Non, mais là, c'est la question à demander aux juges. Il faut que les Congolais posent la question aux juges. Quel juge? Les Congolais doivent... Non, mais les Congolais doivent interroger les juges. Les Congolais doivent demander des comptes. Il n'appartient pas au chef de l'État, en tout cas pas à lui, parce que tout le monde connaît sa position. Il n'aime pas d'acharnement. Il l'a fait savoir en public, parlant à un haut magistrat. Mais non, si attendez, c'est très important de savoir. Les chefs de l'État n'aiment pas d'acharnement. Il n'aime pas d'immixtion. Il ne s'immisce pas lui-même. Tout le monde le sait. Mais maintenant, c'est aux Congolais d'interroger la magie du maïs. Oui, mais l'inattaquabilité des arrêts de la Cour constitutionnelle, comment vous allez résoudre ce problème? Puisque cet arrêt est opposable orga omnes, qu'est-ce qui va réellement se passer? J'ai plutôt moi une réponse, mais que je ne sais pas donner à la télévision, pour une raison bien simple. Allez-y. On va penser, non, voilà, c'est le président. Ils viennent donner, instrumentaliser, c'est ce que nous ne voulons pas, personnellement. Mais les bons avocats savent ce qui se passe dans ces cas-là. Et donc, il appartient aux juges de s'assumer, et la Cour suprême, PCDK est compétente, pourquoi pas, et instruire jusqu'à juger. Mais non, la plus grande problématique ici, c'est quel est le sort des millions de Congolais détournés. Bien sûr. C'est ça le problème. Tout, c'est rien. Est-ce que Fachi partira... Est-ce que peut-on, pour raison de forme, éluder la question fondamentale? Autrement dit, est-ce que faut-il dire aujourd'hui que celui qui a pris le fonds de l'État, ou qui est supposé les avoir pris, ou qui est présumé les avoir détenus, ne soit pas interrogé. Ou la grande question, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui prennent des arrêts? C'est aux Congolais aux juges de définir la République ou de donner un contenu à la République. Très bien. Parce que ce contenu, malheureusement, ne doit pas être l'œuvre de la présidente de la République pour laquelle, ou dans l'intérêt de laquelle, ou au nom de laquelle moi je n'interviens pas ici. Moi je ne suis pas porte-parole de la présidence, mais je vais simplement, en analyste politique et stratégique, dire qu'il appartient aux Congolais et aux juges de définir la République dans laquelle nous allons vivre demain. Alors, nous allons terminer cette émission, mais comment ne pas parler de la question du Rwanda? C'est extrêmement important, parce que là, on a parlé de ça, mais on l'avait juste effleuré. Je voudrais qu'on revienne. Qu'est-ce que le chef de l'État pense de cette situation de l'Est? Est-ce que nous allons aller en guerre ou pas? Est-ce que nous allons montrer à la face du monde que nous ne sommes pas un peuple péreux et que l'on peut corriger beaucoup d'erreurs, puisque visiblement aucun pays africain ne prend notre position de façon directe? Le Kenya demande une force tampon, on ne sait pas à quoi ça va véritablement servir.
L'Angola qui appelle et le bourreau et les victimes à la table, sur la table de négociation. Macky Sall hésite un peu. La France, ça ne regarde pas la France. La Belgique, timidement, on en parle. Cher professeur, j'ai envie de savoir quelle est la vision du président pour résoudre ces conflits et comment va-t-il faire pour résoudre ces conflits? Oui, Christian, c'est une question d'intérêt général. Elle tient beaucoup, elle préoccupe le chef de l'État au plus haut point. Et d'ailleurs, la séquence des réunions pour ce faire, elle est en courbe montante parce qu'il veut tout savoir et évidemment tout orienter. Commandant suprême des forces armées, c'est lui, parce que les Congolais ont le droit de vivre paisiblement dans leur pays. Est-ce qu'il faut-il aujourd'hui faire la guerre au Rwanda? Non, nous n'avons, nous, là, aucune intention de faire la guerre, comme j'ai dit tout à l'heure, à un pays. Faire la guerre contre un pays. Nous voulons nous faire la guerre contre quiconque, qui qu'il soit, serait sur le territoire, ou se trouve sur le territoire de notre pays, notre territoire. Si c'est le Rwanda qui est chez nous, il sera battu, vaincu et renvoyé. S'il est chez nous. Là, les temps commencent à monter. Moi, ça me fait plaisir parce qu'avant, on hésitait un peu. Mais c'est bien clair que nous n'allons pas laisser un seul mètre carré être occupé par les étrangers. Bunagana a été occupé pour quelques heures, pendant quelques heures. Je vous informe que nous ne laisserons personne, qui qu'il soit, de quelque nation qu'elle soit, pouvoir occuper notre territoire. Et nous invitons les États à respecter la souveraineté de notre pays, l'intégrité territoriale de notre pays. Est-ce que le président s'est senti trahi par l'Ouganda? Non, vous savez, les chefs d'État ne s'occupent pas des questions de trahison d'individus. Il s'occupe de son pays. Lorsque l'on remarque que l'intérêt du Congolais est menacé, le président ne ménage aucun effort pour s'impliquer, et alors s'impliquer à fond, de manière à mettre de l'ordre. L'Ouganda, le Rwanda, les États-Unis d'Amérique, tous ces pays sont des États du monde avec lesquels nous devons avoir de bonnes relations, y compris avec le Rwanda également. Mais ce que nous n'acceptons pas, c'est de venir sur notre territoire, l'occuper sans notre invitation. Est-ce que vous avez réuni les deux militaires rwandais au Rwanda ou ils sont encore au Congo? Oui, je pense que ce sont des questions qu'il faudra voir avec la défense nationale et les renseignements militaires. Je n'ai pas de suite, évidemment, après qu'ils aient été appréhendés, parce que là, c'est une procédure militaire et la coopération dedans, le renseignement, l'instruction. À ce niveau-là, nous sommes à la phase inquisitoriale, où tout ne peut pas être connu, et même si c'est connu, ce n'est pas à la télévision qu'on doit pouvoir le dire. Mais seulement, il faut dire ici que nous n'allons laisser personne, qui qu'il soit, mais le FCC vous reproche, notre territoire. Le FCC reproche votre faiblesse. Ils disent que c'est vous qui avez autorisé l'ambassadeur rwandais de venir ici. C'est vous qui avez autorisé les avions rwandais décoller chez nous. C'est vous qui avez autorisé l'armée ougandaise de venir ici au pays. C'est vous qui avez autorisé toutes ces choses. Vous avez même signé des accords avec le Rwanda et vous n'avez qu'à tirer des conséquences parce qu'ils disent encore que le M23 a été défait. Quand ils sont partis, c'est vous qui avez, par votre négligence, votre faiblesse, voilà, donné la force au M23. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Non, mais s'ils le sont, pour venir de là, ce serait une catastrophe. D'où vient l'FCC? L'FCC, c'est une multiplication des structures CPP, AFDEL. Qui ne connaît pas d'où? Les accords de l'Émirat, qui ne les connaît pas? Arrêtez cette histoire. Les Congolais ont une bonne mémoire pour se rappeler que James Kabarebe était notre chef d'état-major général ici, avant d'être nommé quelques années plus tard au Rwanda. Il faut qu'on arrête les blagues. C'est de la blague. Les amis du FCC doivent arrêter des conneries, de la distraction. James Kabarebe était ici. Tous ces Rwandais qui occupent les fonctions. L'ambassadeur aujourd'hui nommé par le Rwanda dans un pays d'Europe était dans ces pays. Qu'on arrête la connerie. Les Congolais, on ne fait pas faire du théâtre. Nous sommes sur des questions essentielles de notre existence. Et nous ne voulons pas de la distraction des personnes qui n'ont aucune leçon à donner. Mais sur le fait, ils disent qu'ils avaient défait le M23. Mais quel défait le M23? Le M23 n'est pas un mouvement d'aujourd'hui. C'est un mouvement créé par eux, sous eux, pendant eux qu'ils étaient là. Les Congolais n'ont pas besoin de savoir qui a fait quoi aujourd'hui. Nous voulons que le FCC comprenne, s'ils sont Congolais, que le combat est engagé pour défendre l'intégrité du territoire national. Nous ne voulons pas revenir sur l'histoire parce que dans l'histoire, ou si on doit refaire l'histoire, ils ne peuvent pas nous donner une très bonne leçon. D'autant plus que
chacun peut savoir et comprendre mon regard. Nous venons du Rwanda, accompagnés par les Rwandais au pouvoir, ok? Et nous voulons donner des leçons contre les Rwandais. Alors, Qui trompe-t-on? Non, je pense qu'on doit arrêter. On doit pouvoir aujourd'hui, si on est Congolais, s'aligner dans cette sensibilisation nationale, s'impliquer dans ces soutiens au FRDC et demeurer tous déterminés devant nos FRDC pour défendre les territoires nationaux. Nous ne ferons la guerre contre personne, mais nous allons faire la guerre contre quiconque foule ou affolé ou se trouve sur le territoire de notre pays. Alors, et c'est ça justement ce qui doit être l'âme congolaise en ce moment difficile pour nos prochains de l'Est. Comment terminer cette émission avec, sans parler de ces députés qui ont été invalidés? Encore une fois, le FCC vous accuse de vouloir faire le mélange et puis beaucoup de choses. Je prends un exemple simple. Ils disent que la période qui concerne les absentéismes dont on parle, c'est la période de la Covid. Et que l'Assemblée nationale ne peut pas se réunir au complet. Et qu'eux étaient restés. Mais ils ne comprennent pas pourquoi aujourd'hui vous le faites. Madame Jeannette Kabila vous accuse d'avoir violé la Constitution. Je ne connais pas l'autre. Elle est invalidée? Non. Elle dit que vous avez violé la Constitution pour avoir invalidé Henri Mouvasakani, Mouchebekwa, qui n'a pas caché. Mouchebekwa dit que c'est la présidence. Ah, elle a un courrier de la présidence. Oui, il dit que c'est la présidence. Elle a un courrier de la présidence. Bon, ça, je ne sais pas, mais il dit que c'est la présidence qui a demandé sa tête et elle est partie pour ça. Non, parce qu'elle gênait qui? Parce qu'elle a quel combat politique? Arrêtez. Qui gêne-t-elle? Qu'est-ce qu'elle représente politiquement, dégénant contre l'Union sacrée? Elle est forte dans les réseaux sociaux. Peut-être que vous lui avez demandé d'intégrer l'Union sacrée, elle a refusé. Non, je ne pense pas qu'une telle demande ait été formulée parce que je ne vois pas ce que l'Union sacrée tirerait d'elle qu'elle ne peut pas, l'Union sacrée, trouver ailleurs. Non, je pense que ce n'est pas ça le problème. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas intéressés. Vous savez, c'est la séparation des pouvoirs. On ne doit pas nous dire que le Parlement n'est pas capable de s'assumer. On ne doit pas nous dire que tout ce que le Parlement fait, c'est nous qui le faisons. Ce n'est pas normal. C'est la séparation constitutionnelle des pouvoirs. Ce sont des décisions prises par un pouvoir. Et nous, on ne peut pas s'immiscer dans les fonctionnements sans nous exposer aux critiques. Alors, donc, la présidence devient c'est Léviathan qui régente tout, qui décide sur tout. Mais c'est faux, c'est mal connaître la présidence. La présidence, c'est une structure qui est au-dessus, qui ne s'occupe que des questions exécutives. Les questions législatives sont des questions qui relèvent du président Bosso et de son bureau et des députés membres de la commission. Mais non, vous n'êtes pour rien dans tout ça. Non, pour rien. On ne peut même pas être pour quelque chose. Parce qu'ils vous ont gêné tellement. La sortie ou l'entrée ou le maintien de Mouchebekwa ou des autres à l'hémicycle n'est pas aujourd'hui une menace contre l'Union sacrée, qui a plus de 200 députés, qui votent fidèlement suivant les discussions telles qu'elles sont menées. Le vrai problème, c'est que se sont-ils absentés ou pas? Est-ce qu'on a inventé les absences? Moi, j'aimerais bien voir les dossiers. En tout cas, s'il est accessible, mais je pense la Covid ne doit pas tout justifier. Question. Comment peut-on bénéficier de fonds publics, les émoluments, et ne pas aller à l'hémicycle? Arrêtez. Donc cette Covid ne concernait qu'elle et les autres là, qui venaient, qui ne sont pas concernés. Non, voilà justement, les Congolais doivent même initier des actions contre ces gens, des personnes qui ont reçu les émoluments sans travailler. Sans travail pendant tout le temps. C'est un détournement, tout simplement. Alors, elle doit faire profil bas de parler. Et faire son recours si possible, mais Monsieur le pas professeur, imputer à la présidence ce qu'elle n'a pas fait. Monsieur le professeur, je sais que vous aimez bien la presse et que le chef de l'État lui aussi aime la presse, mais je ne pourrais pas passer cette question de Yves Bouya, qui est un confrère qui est en prison maintenant. Est-ce que la liberté d'expression, est-ce que la liberté de la presse préoccupe le président de la République? En tout cas, au plus haut point. Ouais. Et vous savez, le cas de Goma, un magistrat avait arrêté un artiste qui avait chanté contre le chef de l'État. Il a ordonné qu'on les libère. Il a été libéré, ces jeunes hommes. Il y a beaucoup de cas pour lesquels, vous savez, le Congo est le seul pays au monde où le président de la République est très insulté. Je ne connais pas un seul pays, un deuxième pays au monde. Non, il n'y en a pas en tout cas. Le Congo, c'est le seul pays au monde où on a un président que tout le monde peut insulter. Même ceux qui n'atteignent pas sa cheville. C'est le seul président au monde qui accepte même les insultes. Il observe et il dit, bon, c'est son point de vue.
arrêtons. Le président, il aime la presse. Il suit la presse. Mais est-ce que vous allez intervenir pour les cas de Bouya? Mais maintenant, il s'agit d'un cas qui concerne les journalistes entre eux. Il existe un tribunal entre vous, les journalistes. Je crois qu'il faut trouver des mécanismes de règlement entre vous et qui pourraient passer par la médiation, au besoin, pour trouver la solution à ces problèmes. Mais personnellement, je suis inquiet de voir un journaliste en prison. Moi, je n'aime pas. Autant, je vous lui-même, de qui je tire cette valeur, nous ne voulons pas que les gens soient en prison pour des faits qui peuvent être corrigés d'autres manières. Et que donc, il faut envisager ici des solutions sans frustrer les juges, oui. Des solutions qui fonctionnent, qui puissent permettre que les frères qui sont en arrestation retrouvent rapidement la liberté. Et je pense que un tel concours des journalistes pourrait beaucoup aider, et que de voir un de vos confrères. Hein, on va le faire parce que Israël Moutombo a déjà retiré sa plainte, quoique le retrait de la plainte. Ah, il a retiré la plainte? Oui, je crois qu'il a retiré la plainte. Pénal. C'est les principes d'un dispositif. Oui, donc le retrait est inopérant, ça va être très compliqué. Alors, professeur, on a terminé. Vous avez regardé